Bonjour, je m'appelle Cécile et je suis guide du patrimoine pour Moudon Région Tourisme. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'univers et de l'histoire des marchés et des foires à Moudon et en Suisse romande au fil des siècles, c'est-à-dire des foires modernes aux marchés médiévaux. En quelque sorte, un voyage en remontant dans le temps. Pour commencer, un peu de contexte. Les foires et les marchés existent depuis longtemps. Aujourd'hui comme autrefois, ils ont une place importante dans la vie économique et commerciale des villes et des régions. L'histoire des marchés et des foires remonte à plusieurs siècles. Au Moyen-Âge, on parlait de grandes foires et de marchés qui se différenciaient dans la durée et l'envergure. Les foires avaient lieu 2 à 3 fois par an, par lieu, et avaient une envergure internationale, tandis que les marchés se voulaient plus réguliers et surtout régionaux et locaux. Se multipliant dès le XIIe siècle, les foires, comme celle de Champagne, forment peu à peu un réseau dense de ces manifestations en Europe. Au XVe siècle, les foires de Genève attirent paysans, vendeurs, acheteurs ou marchands ambulants de toute la Suisse. En plus de ces grandes foires, se développent de nombreux marchés locaux. Vers le XVIIIe-XIXe siècle, les foires déclinent. Les marchés, pour leur part, perdurent un certain temps encore dans l'histoire locale. Aujourd'hui, ces foires, comme celle de Bioagri Biovino, attirent beaucoup et proposent une variété de produits régionaux et internationaux à leur clientèle. Elles permettent également de faire le lien avec l'agriculture, de mettre en avant les enjeux face au climat ou aux nouvelles démarches écologiques, comme l'agriculture bio par exemple. Les marchés ont, eux, un intérêt plus local. Ils permettent de s'approvisionner en produits frais locaux, directement auprès de producteurs en les retrouvant directement sur leur stand. Avec la foire Bioagri, Moudon a eu au fil des siècles plusieurs manifestations, annuelles ou hebdomadaires, qui illustrent bien l'évolution et l'histoire des foires et des marchés dans la ville, ce que vous allez découvrir maintenant. Alors qu'aujourd'hui les foires et les marchés se veulent de plus en plus nombreux, le XIXe et XXe siècle marquent une période de déclin des grandes foires face à l'urbanisation croissante, au développement des transports et surtout la modification de l'économie du commerce. Mais ce changement va se faire progressivement. Si entre la fin du Moyen-Âge et le XIXe siècle, le commerce se faisait principalement lors des marchés et des foires, de nouvelles structures légèrement différentes vont peu à peu se développer et surtout prendre leur place dans l'économie des villes et des régions. La population va aussi de petit à petit se fournir auprès de détaillants pour les produits manufacturés et les articles de luxe et de qualité, obligeant la foire et les marchés à proposer davantage d'objets bric-à-brac ou de bon marché. Cela en fait entraîna une perte d'importance économique de ces manifestations. Les marchés hebdomadaires, pour leur part, vont conserver leur clientèle car celle-ci est intéressée par les denrées alimentaires et elle vient assez régulièrement ou épisodiquement. La crise économique de 1870 va mettre un fin à cet essor et surtout entraîner la disparition de certains de ces marchés. Pourtant, à ces époques-là, de nouvelles formes de marchés de foire vont aussi se développer. L'industrie et l'artisanat va développer des marchés, expositions, des expositions à la fois urbaines et régionales. Dans le pays de Vaud, le passage à l'élevage et l'économie laitière vont provoquer, de manière assez inattendue, la prospérité des marchés de bovins et de chevaux. Entre 1834 et 1852, à Moudon et à Payerne notamment, ces marchés vont passer de 6 à 7 à 16 ou 20 par année. Ce n'est qu'à la fin du XXe siècle que va se renforcer l'importance et l'attrait des marchés locaux, surtout à cause de l'intérêt pour une alimentation plus saine, pour une protection de l'environnement. À cela va s'ajouter aussi de nouveaux marchés virtuels sur Internet qui vont faciliter l'accès ou l'accessibilité des offres. Au XIXe siècle, plusieurs bâtiments vont être construits à Moudon pour répondre aux besoins de marchés hebdomadaires, dont la Grenette en 1861,
qui pouvait accueillir dans sa grande halle couverte le marché aux grains ainsi que des boucheries et un abattoir. En plus de cela, en raison du réaménagement du carrefour de Saint-Éloi, la municipalité va aussi chercher à réaménager un lieu dédié pour ses foires et ses commerces. Une nouvelle place de marché va donc s'installer en face de l'entrée de l'église Saint-Étienne et va être créée de manière assez vaste pour accueillir les marchés et décorée avec des platanes, des bancs publics et une colonne météorologique néogothique, le tout donnant une ambiance assez conviviale. On pouvait donc y retrouver les marchés hebdomadaires pour le commerce des denrées alimentaires et des productions agricoles locales. Cette place devait potentiellement avoir, lors des jours de marché, un peu un caractère de fête populaire, un lieu fort en rencontres, en affaires et surtout en sociabilité. Bien que cette nouvelle place du marché ait été souvent utilisée par la population dès le XIXe siècle, le commerce à Moudon va aussi au fur et à mesure évoluer comme dans tout le reste de la Suisse romande. En effet, de nouveaux établissements vont peu à peu s'installer dans les villes, les villages et les bourgs. On parle épicerie, magasins de quartier. Le commerce au XIXe siècle se sédentarise. Les colporteurs, les artisans et les marchands ambulants disparaissent petit à petit. Les marchés, eux, perdurent, mais sont vite affaiblis par la trop forte concurrence des magasins. Vers le XIXe siècle, les bazars et grands magasins vont se multiplier et prendre une grande place des commerces dans l'économie des villes et des régions. Le contact entre producteurs et acheteurs, entre acheteurs et intermédiaires, se limite aussi petit à petit à cette période, avec, entre autres, la vente à correspondance qui facilitait la diffusion des marchandises dans tout le pays. Ces transformations et ces changements, ainsi que le déclin des grandes foires et des marchés, étaient principalement dus au changement dans les privilèges commerciaux urbains suite à la Révolution de 1798. Au XXe siècle, tant à Moudon que dans toute la Suisse, ces commerces vont laisser la place aux grandes surfaces qui vont s'installer plutôt à l'extérieur des villes. À Moudon, ces changements vont se faire progressivement. La place du marché va petit à petit perdre sa fonction première pour n'être plus qu'une place publique, le marché se faisant aujourd'hui entre l'église et la caserne communale. Dès l'époque bernoise, les foires et marchés moudonnois s'installent près de l'ancienne maison de commune ou l'ancien hôtel de ville, à la place dite du pont, à proximité du pont Saint-Éloi. Cela est suivi par la suite par l'ajout et la création de différents bâtiments nécessaires au bon déroulement de foires. À cette époque, le centre économique s'est déplacé vers la ville basse. Ce déplacement est dû principalement aux transformations urbaines dans la ville haute et à la construction du pont sur la Broye à Bressonnat en 1701 qui détourna une grande partie du trafic vers la ville basse. Point de passage obligé pour les marchands, les voyageurs, la place du pont devient rapidement le centre urbain de la vie commerciale et sociale de Moudon. Faisant partie de cette place, le pont Saint-Éloi a, dès sa construction, accueilli des galeries ainsi que des lieux de vente. À ceci va s'ajouter donc des boutiques dans des structures en arcade et des bancs publics, des éléments mobiles utilisés pour pouvoir y présenter et installer les denrées vendues lors des marchés. Il est encore possible aujourd'hui de contempler l'une de ces structures à boutique, dernier vestige de l'activité commerciale du quartier. Il s'agit de la Maison Neuve du Pont, construite en 1688, qui abritait à son rez-de-chaussée des boutiques et un portique à arcades. Cette maison a été à plusieurs reprises transformée pour l'adapter à différentes fonctions et aux modifications du quartier. Les boutiques, qui s'apparentaient à des petites loges ou des espaces pour les marchands, servaient principalement à l'entreposage et à la vente de denrées, protégeant marchandises, vendeurs et acheteurs des intempéries grâce à ce portique. D'autres édifices présentaient à cette époque-là une fonction similaire avec une architecture différente. Il s'agit des halles
qui étaient des établissements ouverts au public, couverts d'une charpente ou d'un étage, reposant sur des piliers en bois ou des colonnes en pierre. Ces halles accueillaient périodiquement des stands pour les marchands, qu'ils soient paysans, maraîchers ou autres. Il se pouvait aussi que les édifices soient dédiés principalement au commerce d'un seul produit, ce qui était différent des boutiques qui proposaient plusieurs denrées différentes. Un exemple, c'est la halle qui était utilisée à cette époque-là au niveau de la place de la cour, actuelle place de la Poterne, avec des boutiques de fromageurs. La halle était donc dédiée uniquement au commerce de cette denrée. À ces époques-là, les marchés et les foires présentaient une économie et une justice particulière. Pour garantir la paix du marché et éviter les fraudes, les marchés et foires bénéficiaient d'un tribunal particulier. On pouvait plus rapidement le convoquer auprès du seigneur ou de la commune, et les procédures de jugement et d'exécution étaient accélérées afin de punir sur le fait les infractions. Des inspecteurs étaient désignés pour contrôler les marchands, les marchandises et les transactions. Toute infraction à la paix du marché était sanctionnée d'une lourde amende. Pour le contrôle des transactions, le seigneur définissait des poids et mesures mis en vigueur lors des marchés. Ce droit, par la suite, dès l'époque bernoise, a été donné aux villes ou aux communes. Lors du marché ou de la foire, le responsable du poids ou des mesures utilisait des balances officielles, chacune déterminée pour une denrée. Par exemple, la balance du poisson, celle du bétail, ou encore celle de l'argent et métaux. Mais ces objets pouvaient aussi être accompagnés de certains défauts, liés dans certains cas à la déformation des parties en bois ou à la rouille du fer, d'où un manque d'exactitude. Avant le XIXe siècle, les mesures des céréales étaient déterminées non selon leur poids, mais selon leur masse, en utilisant le principe du quart avec un instrument appelé carteron, souvent en bois, marqué aux armes de la ville. Il existe dans les collections du musée du Vieux-Moudon un exemplaire de cet instrument, qui pouvait contenir jusqu'à 11,7 litres de céréales. Pour vous donner un exemple, 8 à 12 carterons formaient un sac, et ainsi on pouvait déterminer facilement le volume des productions céréalières des marchands et des producteurs de passage à Moudon. Moudon avait également des poids publics. En 1605, un poids a été installé à proximité du pont Saint-Éloi pour permettre donc le contrôle des marchandises. Un autre a été installé dans la rue Grenade, la rue commerçante et principale de la ville, et ce dernier était réservé principalement pour les gros chars. D'autres poids publics ont été installés par la suite à proximité des portes de ville pour, on suppose, assurer le bon déroulement, le bon contrôle et le bon fonctionnement des marchés. Le but de ces instruments était principalement de déterminer la masse, le poids des marchandises, des animaux aux véhicules, afin d'en déterminer leur prix en fonction de leur masse. Le paiement des transactions se faisait de diverses manières. L'une d'entre elles était avec la lettre de change, beaucoup utilisée, qui facilitait les transactions et limitait la circulation des espèces des différentes monnaies. Développée par les changeurs et les banquiers dès le XIIe siècle lors des grandes foires comme celle de Champagne, la lettre de change était un document, un papier, destiné au transfert de fonds. Elle permettait aux personnes n'ayant pas la même monnaie de faire crédit. Les foires de Genève du XVe siècle sont rapidement devenues un centre majeur du trafic des lettres de change en Suisse. Cet usage s'est peut-être retrouvé également dans les foires de Suisse romande, d'une part en raison de l'importance de celle-ci, comme celle de Moudon, d'autre part en raison du fait que les monnaies circulant en Suisse étaient nombreuses et différentes, les lettres de change facilitaient ainsi les transactions financières. Au XVIIIe siècle, celle-ci va progressivement laisser la place au chèque. Si l'on remonte un peu plus dans le temps, dès le Moyen-Âge apparaissent les premières foires en Suisse, à Soursach, Schaffhausen et Berne d'abord, puis Genève. Petit à petit, ces foires vont gagner en popularité. Grâce aux grands axes de communication, Genève a animé pendant longtemps le commerce en Suisse, entraînant le transit de marchands étrangers.
À cette époque-là, il faut savoir que les marchands suisses étaient principalement des revendeurs de détail qui se fournissaient auprès de marchands étrangers de passage. Par la suite, d'autres foires vont être mises en place, dont certaines petites foires au niveau régional. Les foires médiévales de Genève avaient lieu 4 fois par an, à des dates précises suivant des fêtes religieuses, les rois, Pâques, la Saint-Pierre ou le 1er août, ou encore la Toussaint. D'autres foires et marchés médiévaux auraient repris aussi le même système. Les marchés médiévaux étaient, avec les franchises et les enceintes, l'une des caractéristiques des villes. Leur développement s'est fait en grande partie en parallèle de l'essor de ces dernières. Les marchés existaient avant le Moyen Âge et par la suite ont intégré la seigneurie, à savoir les droits du seigneur. Le lien entre les marchés et les villes venait du fait que ces dernières proposaient une paix urbaine, des droits et une police de marché. Elles permettaient aussi l'approvisionnement des marchands. Entre 1470 et 1800, de nombreux nouveaux marchés locaux se sont développés dans le Pays de Vaud. Ils se distinguaient principalement selon leur type: marché hebdomadaire, marché mensuel ou encore annuel. Les marchés hebdomadaires et mensuels proposaient une grande variété de denrées, blé, céréales, bétail ou encore biens importés. Les marchés annuels, eux, se voulaient être plus le point fort de la localité dans laquelle ils avaient lieu et s'apparentaient plus à des petites foires dans lesquelles on proposait des produits de luxe. Ces marchés-là avaient lieu en automne et au printemps, avant ou après la montée en alpage ou la des Alpes, avant ou après les moissons. À Moudon, au Moyen Âge, il y avait un certain nombre de marchés hebdomadaires dont les précisions étaient indiquées dans la charte de franchise de 1285. De nombreuses foires avaient aussi lieu, dont le nombre a varié au fil des siècles: 5 en 1529, 6 vers 1666 ou encore 7 entre 1786 et 1824. Le marché au blé et au bétail de Moudon était l'un des plus importants du canton jusqu'au début du XIXe siècle. Les foires et marchés moudonnois avaient lieu entre le XIIe et XVe siècle dans un espace spécifique de la ville haute, la place du château. C'était un lieu de rencontre et de commerce important, aux dimensions particulièrement vastes pour l'époque. On y retrouvait les constructions caractéristiques nécessaires au bon déroulement des foires, les halles de mercier ou du marché, la maison des Lombards, la fontaine ou encore les latrines publiques. Au XIVe siècle et au début du XVe siècle, l'essentiel des transactions se faisait donc sur cette grande place publique dans 2 constructions distinctes: la halle des merciers et la halle du marché. La halle des merciers, pour la vente des draps, se situait à proximité de la fontaine. La place de mercerie couverte d'un toit suivait une rangée de maisons en direction de cette fontaine. À l'origine, devait se trouver à cet emplacement une boucherie. Le bâtiment de la halle correspond actuellement à une partie des anciennes maçonneries de l'actuelle maison de Rochefort ou le bâtiment du musée du Vieux-Moudon. L'autre bâtiment était la halle du Seigneur ou la halle du marché, située à proximité de l'ancienne église Notre-Dame, détruite en 1737. Cette halle rejoignait une sonnerie ou un entrepôt de sel, utilisé pour la conservation du sel et le commerce ou la vente des draps. Ce bâtiment était limité d'un côté par des bâtiments privés et d'un autre par une ruelle. Ce n'est que dès 1428 que la halle a été munie d'une porte et de bancs pour le commerce. La tenue du marché ou de la foire dans la ville haute devait suivre une structure bien particulière que l'on pouvait retrouver dans les manifestations similaires en Suisse et en Europe. Un jour de marché ou de foire était un moment particulier. Les foires en effet avaient une certaine ambiance qui venait de l'arrivée d'une foule diverse, mêlant riches négociants et pauvres, prostituées et mendiants, entraînant parfois bagarres et vols. Les marchés, eux, étaient accompagnés de spectacles de danse, de comédiens, et étaient souvent l'occasion de réjouissances copieusement arrosées malgré l'interdiction des autorités. Paysans et marchands forains vivaient au rythme de ces rencontres.
Pour être au courant, il suffisait de lire l'almanach, l'un des plus connus étant le Messager boiteux. Apparaissant au XVe siècle, les almanachs étaient des calendriers contenant les informations nécessaires par rapport aux fêtes, aux jours fériés, aux indications astrologiques pour l'agriculture et la santé, aux lunaisons par exemple. Ils fournissaient aussi dans un premier temps les dates et lieux des principales foires étrangères et régionales. Dès le XVIIIe siècle, ils fournissaient une liste complète des foires ayant lieu en Suisse occidentale, et au XIXe siècle, les marchés intégrèrent ces listes avec dates et lieux bien détaillés. Les almanachs n'étaient pas uniquement destinés aux élites, mais étaient distribués à toute la population. Ainsi, chacun pouvait connaître la date du marché ou de la foire ayant lieu dans sa région. Lors des jours de grandes foires, on pouvait retrouver les clients locaux ainsi que des marchands venus se fournir pour leur clientèle locale. On pouvait aussi retrouver les artisans venus vendre directement leurs marchandises à leur clientèle fidèle. On pouvait aussi retrouver les marchands. Ces derniers étaient des intermédiaires entre le propriétaire foncier ou le grand négoce et le consommateur. Chaque marchand avait bien sûr sa spécialité, comme c'était le cas des apothicaires Varambert à Genève, qui pouvaient vendre drogue, épices, armes ou encore métaux, mais pas de textiles car cela était réservé aux marchands drapiers. Des paysans venaient aussi lors des jours de marché et de foire vendre directement leurs marchandises, le bétail lors des foires, les céréales lors des marchés proches ou lointains. Le garde-foire ou l'inspecteur s'assurait lors de ces journées particulières de la bonne tenue de la manifestation, contrôlant étal, marchands et marchandises. Changeurs et banquiers pouvaient aussi parfois être présents en fonction de la taille et de l'envergure de la manifestation. Pour que le marché ou la foire ait lieu à cette époque, il fallait que le seigneur utilise son droit de marché. Lui permettant de créer ces manifestations, ce droit comprenait l'autorisation et la protection du commerce. Grâce à l'utilisation de ce droit, les marchands bénéficiaient de la paix du marché, d'un tribunal spécial et d'un droit de conduite sur les routes avant, pendant et après le marché. Ce conduit prenait la forme d'une escorte armée, protégeant les marchands et les marchandises contre le brigandage, remplacée dès le XVe siècle par la lettre de conduit scellée. Le seigneur devait, dans ce cas, dédommager toute victime d'attaques et de pertes sur son territoire. Avec ce droit, le seigneur percevait des revenus car tout était lié aux taxes. Taxes de halle, taxes d'étal, taxes de douane, taxes de conduite. Le marchand devait donc payer pour faire commerce dans des lieux spécifiques, tenir une boutique ou un stand, entreposer ses marchandises ou encore bénéficier de l'escorte armée. Le seigneur percevait aussi des revenus sur les transactions des marchands, appelés droits de vente. Ayant créé un marché ou une foire, le seigneur pouvait le réglementer, l'agencer selon ses principes. Le déroulement d'une journée type réglementée commençait bien souvent par la vente des grains. La population locale avait préséance sur les étrangers et pouvait profiter de prix avantageux. Ensuite venait l'inspection de la qualité et de la quantité des marchandises et le contrôle des prix et des transactions selon les poids et mesures. Tout cela devait être fait pendant les heures réglementées, signalées par des cloches, ni avant ni après le marché, et à la place assignée, sinon cela était considéré comme de la contrebande ou de la fraude. Toutes ces mesures visaient avant tout à protéger le consommateur en donnant la priorité aux denrées alimentaires et à l'approvisionnement local. Les paysans pouvaient ainsi vendre leurs marchandises lors des foires et les consommateurs s'assuraient de la provenance et de la qualité des produits proposés. En suivant l'histoire et l'évolution des marchés et des foires à Modon et en Suisse romande, dans un sens ou dans l'autre, on se rend donc bien compte que les marchés d'aujourd'hui font en quelque sorte un retour en arrière vers les marchés d'antan sur certains points et enjeux, comme par exemple l'envie de se fournir auprès de producteurs locaux directement ou via des intermédiaires, l'envie de mettre en avant la meilleure qualité de produits, ou encore l'envie de se retrouver lors de rencontres importantes dans la vie de la région.
À cela s'ajoutent les enjeux face aux modifications du commerce, du climat qui limite les ressources et demande des changements dans l'agriculture, ou encore les enjeux d'une plateforme pour les producteurs locaux et internationaux. L'histoire des foires et des marchés présente donc un développement, une évolution constante face aux modifications de l'économie, des besoins de la population et des pratiques. Un écho de ce qui se retrouve aujourd'hui à la foire BioAgri 2020, où les questions quant à notre futur et à l'agriculture sont posées.